qu'il y a de véritablement nouveau dans le néolibéralisme, ce qui constitue le cœur de son utopie, c'est que le cap qu'il entend imposer à toutes les sociétés est celui d'une compétition juste, censée inclure tous les individus. L'idée, c'est que tous, sans exception, y compris les plus modestes et les plus vulnérables, malades, chômeurs, handicapés, démunis, soient remis en selle pour participer à la course. Barbara Stigler est ce soir notre invitée à l'occasion de la publication de son ouvrage intitulé Du cap aux grèves, grève au pluriel. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Gaël Faye avec Irruption. On sort en trombe, en ombre, on se déverse en pleine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoul ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des you-you stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans treillis. Pour ce pays, l'affiche est couleur sang. Et Manouchian vient pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde. Il a fécondé ta grand-mère, on investit brognard, le dos au mur comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux arts miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans élimés par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus 20 ans mais on n'en aura jamais 60, car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes. Donc non, pan Peter Pan, on va redevenir adulte. On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage, et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent. À leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné, ça va de soi. Angela qui est fan de choix pendant que ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica. Pharmacodépendant des OGM pour nous doper. J'ai recraché l'assiette, monté le cheval et galopé. Braqué un RER, diligence, l'Apache de Belleville viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire saigner. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos chèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en éruption spontanée.
Vous souvenez-vous, Barbara Stiegler, de votre premier sentiment de révolte ? Non, vraiment pas. Non, ça a dû commencer très tôt, je n'en souviens pas. Tout le temps révolté depuis votre plus jeune âge ? Mon plus jeune âge était plutôt joyeux. Je vivais dans la nature. J'étais bien, mais je me souviens pas très bien. Peut-être quand je suis arrivée en ville, je me souviens pas vraiment. Pourquoi avez-vous choisi la philosophie ? Ça s'est fait un peu malgré moi. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, quelque part, puisque mon père faisait ce travail, faisait ce métier, si on peut appeler ça un métier, mais je pense que c'en est un. Et voilà, donc dans un premier temps, ça me paraissait intéressant, mais un peu hermétique. Et puis je pensais vraiment faire autre chose. Pendant des années, je pensais faire autre chose, et puis finalement, c'est ce que j'ai fait. Vous pensiez faire quoi de votre vie ? Alors j'ai hésité entre plein de choses. Je voulais être biologiste. Je voulais être maîtresse d'école. Je voulais faire de la politique, chanter, plein de choses. Peut-être vous le faites encore aujourd'hui, toutes ces choses-là. J'espère, oui. En tout cas, ce qui est passionnant dans la publication de votre dernier ouvrage, je rappelle que vous avez déjà écrit 4 livres, dont 2 consacrés à Friedrich Nietzsche, qui était votre philosophe préféré, sur lequel vous avez fait votre thèse. Dans ce nouveau livre intitulé « Du Cap au Grès », vous décrivez ce mouvement, c'est assez rare dans le monde intellectuel, dans lequel vous basculez, c'est-à-dire vous avez conscience d'être une intellectuelle, vous le savez, vous publiez des livres, vous articulez des concepts, mais tout d'un coup, c'est la réalité des événements extérieurs qui vous saisit. Que s'est-il passé dans ce déclenchement d'une articulation entre ce que vous vivez en tant qu'universitaire, et vous vous décrivez comme une femme dans le silence, dans le retrait obligatoire pour pouvoir penser, et puis tout d'un coup, les événements qui arrivent et qui vous bousculent? Alors, j'ai eu quelques expériences politiques en 2009, avec la mobilisation des universités, où je me suis impliquée, mais je n'étais pas en première ligne. D'autres étaient en première ligne. Moi, je me tenais prudemment à l'arrière. Et puis, j'ai eu une autre expérience aussi, où j'étais plus en première ligne, qui était en milieu rural. On s'est mobilisé contre la réforme des rythmes scolaires. Mais dans ces 2 expériences, disons que j'ai quand même gardé le contrôle de ce que je faisais. Je n'ai pas eu ce sentiment d'être saisie par quelque chose qui me dépassait et me débordait. Ça a été le cas en revanche pour le mouvement des Gilets jaunes. Il se trouve que j'étais à un moment très particulier, puisque j'allais promouvoir un ouvrage qui allait sortir en janvier. Nous étions en novembre. L'ouvrage allait sortir, c'était un ouvrage, il faut s'adapter, donc chez Gallimard, un ouvrage en fait très académique au départ, que j'avais transformé en un livre pour un public plus élargi, mais qui était quand même dense, a priori un essai plutôt réservé à un public restreint. Oui, mais en même temps, c'était un ouvrage politisé et politique éminemment, puisqu'il s'attaquait à la définition du néolibéralisme sous couvert de 2 grands penseurs qui se sont opposés dans les années 30. C'était quand même un livre, comme on disait autrefois, engagé. Oui, un livre en fait à la fois historique et en même temps un livre d'intervention dans le débat public. Et j'avais d'ailleurs dit à mon éditeur, Éric Vigne, que je souhaitais accompagner cet ouvrage dans le champ médiatique, si c'était possible, ce qui lui avait tout à fait ravi, puisque évidemment on préfère avoir des auteurs qui accompagnent le livre, parce que c'est important pour le livre. Donc j'étais prête à ça, évidemment j'en avais très peur, parce que j'avais a priori peur d'avoir des interviews dans les journaux, de venir à la radio, etc. Parce qu'en fait, pour des gens comme nous, c'est pas du tout facile comme exercice, c'est assez périlleux. Donc bon, j'étais prête à le faire, mais il fallait que je me prépare. Donc j'ai fait une espèce de conditionnement je ne sais pas, un peu, mental, pour essayer que mon système nerveux tienne le choc. Donc je me préparais, dès le mois de novembre, je me suis dit, il va falloir se concentrer, se préparer, on va voir ce que ça va donner. Entre-temps, les années qui avaient précédé, plus le temps passait, cet ouvrage, j'ai travaillé dessus pendant 10 ans, mais plus le temps passait, plus l'ouvrage devenait brûlant.
notamment depuis l'élection de Emmanuel Macron, qui en fait avait redonné une actualité à ce vieux néolibéralisme qui me semblait déjà obsolète. J'avais failli d'ailleurs lui envoyer en dédicace de le remercier de redonner de l'actualité à ces vieilleries. Bon, je l'ai pas fait, ça aurait été assez malicieux, mais je l'ai pas fait. Et donc j'étais dans cette disposition et je sentais bien que ce dont je parlais était quand même dans une actualité brûlante. Mais je ne savais pas à quel point. Et je commençais à regarder beaucoup la télévision sur Internet, pour essayer de voir un peu où on en était, parce que souvent je décroche, moi, par rapport à l'actualité, pour des raisons de santé mentale, j'ai besoin de faire des pauses. Et là, j'étais un peu perdue, donc je regarde, et puis je vois petit à petit des choses étranges apparaître, et puis je vois cette figure de Jacqueline Moureau, cette histoire de gilet jaune qu'on pose sur le tableau de bord. Et je me dis, oulala, mais ça commence à être vraiment incroyable, cette histoire. Et puis, soudain, je vois, comme tout le monde, cette irruption, en fait, dans l'espace public, et cette impression que c'est une irruption dans l'histoire même. Et là, j'ai vraiment été saisie par quelque chose. Je me suis dit, j'assiste à quelque chose d'incroyable, et ça donne aux questions qui sont dans mon livre une actualité plus brûlante encore que ce que je pouvais imaginer. Donc là, oui, j'ai senti que mon livre et moi-même étions embarqués dans quelque chose qui nous dépassait, et j'ai senti que ça allait être une déflagration dans ma vie. Et embarqué, et ça a été une déflagration intellectuelle, politique et économique. Et ça a été aussi pour vous l'occasion, Barbara Stigler, de comprendre à quel point, dans certains milieux élitistes, comme on dit aujourd'hui, intellectuels notamment, eh bien, les Gilets jaunes, c'était vraiment des gens qui ne pensaient pas. Oui, absolument. Je le savais déjà, mais ça fait toujours drôle, puis ça fait toujours mal de voir à quel point nous sommes pétris de préjugés sociaux extrêmement méprisants. Voilà, il y a des gens qu'on ne fréquente pas. Il y a des gens, alors quand je dis on, c'est ce milieu intellectuel, malheureusement, qui est souvent dans ces espèces de réflexes non réfléchis. Dans notre milieu, c'est vrai, on a vite fait de mettre à part, de stigmatiser les mêmes qui souvent ont un discours très très sympathique contre le racisme, contre le mépris de classe, contre le mépris de genre, contre toutes les formes de mépris, en réalité, le pratique. Et je ferai mon autocritique. Je suis moi-même pétrie de clichés, de toutes ces choses. Il faut en avoir conscience, il faut être beaucoup plus réflexif qu'on ne l'est, en réalité. Alors, moi, quand j'ai vu les Gilets jaunes, j'ai bien sûr vu qu'il y avait probablement des gens absolument infréquentables, qui étaient racistes, qui étaient homophobes. Certainement, ils avaient peut-être pas les têtes qui me revenaient. Mais ce qui est assez terrifiant, c'est de partir de ces impressions vagues, en partie peut-être justifiées pour tel ou tel individu, et de s'en servir comme catégorie pour analyser un mouvement politique qui probablement a une très grande portée historique. Alors, ce mouvement politique qu'on a appelé les Gilets jaunes, il s'est inscrit dans une temporalité précise. Aujourd'hui, au moment même où nous parlons, il n'y a plus de manifestations de Gilets jaunes, il y en a de moins en moins. Pas de possibilité d'expression dans la rue en raison de la pandémie que nous subissons tragiquement. Mais il n'empêche que ce mouvement avait été créé. Et c'est ce que vous expliquez dans votre avant-dernier ouvrage, mais aussi dans celui qui est sorti il y a très peu de temps. Il a été occasionné par des doctrines économiques qui ont été appliquées par notre gouvernement actuel. Et l'historicité de la raison du surgissement des Gilets jaunes, eh bien, elle s'inscrit dans cette doctrine néolibérale que vous avez savamment disséquée, qui a eu son heure de gloire dans les années 30 aux États-Unis. Pourquoi et comment expliquez-vous que, il y a 3 ans, ces théories d'économie libérale aient été appliquées par notre gouvernement? Barbara Stigler. Alors, je pense que le gouvernement qui est actuellement au pouvoir représente la fin de quelque chose. La fin d'un cycle économique. D'un cycle non seulement économique, mais le néolibéralisme est beaucoup plus qu'une théorie économique. Le néolibéralisme, c'est une anthropologie, c'est une vision de la société, c'est une conception de l'éducation, une conception de la santé, une conception des médias, une conception de la démocratie. Donc ça dépasse très largement l'idée d'une théorie économique. Souvent, on pense que le néolibéralisme, c'est une pensée économique et on dit très rapidement que c'est le retrait de l'État et le laisser-faire du marché.
Ce n'est pas le cas. En réalité, le néolibéralisme émerge dans les années 30 du fait de la crise de 29, qui a montré que le libéralisme classique avait failli. Je ne refais pas l'histoire, tout le monde la connaît. Et les néolibéraux, les nouveaux libéraux vont se distinguer des anciens en disant, en fait, on a besoin de l'État. On a besoin d'un État qui construise le marché et qui construise par des artifices le marché et qui construise les agents de ce marché, qui en fait n'existent pas naturellement. Donc on va fabriquer en éduquant les enfants, en s'occupant des malades, en s'occupant des sans-emploi, en s'occupant de toutes les catégories de la société, on va fabriquer des agents qui sont aptes à la compétition. Et on va considérer que l'espèce humaine n'étant pas adaptée, il faut la réadapter. À travers toute une théorie de la démocratie dont on parlera peut-être. Donc le néolibéralisme, c'est une vision de l'homme, une vision de la société, une vision aussi du gouvernement, de la démocratie, etc. Et Emmanuel Macron et ses ministres et ses conseillers portent cette vision qui est en fait donc très ancienne, qui remonte une vieillerie, comme je disais tout à l'heure, qui remonte à presque un siècle et qui a été théorisée pendant des décennies et qui est arrivé au pouvoir dans les différents pays de notre ère culturelle depuis environ 50 ou 30 ans, on va dire à peu près. Voilà, et qui a traversé toutes les formes de gouvernement, à droite et à gauche. Voilà, donc ma conviction, et c'est aussi celle des Gilets jaunes, je pense, c'est que le monde que nous prône le macronisme est un ancien monde. Un ancien monde pour pouvoir permettre au fonctionnement de l'État une sorte de discipline, voire de soumission de la part de ses citoyens pour qu'ils s'adaptent à quelque chose qui est profondément choquant et inadaptable aux vœux de la population. Oui, alors une des thèses fondamentales des nouveaux libéraux, c'est que, et ça les distingue d'ailleurs des anciens libéraux, il ne faut pas faire confiance à l'espèce humaine. Les anciens libéraux, si vous prenez la figure tutélaire d'Adam Smith, considèrent qu'il y a des potentialités extraordinaires dans l'espèce humaine. Et par exemple, pour Smith, les humains sont naturellement équipés pour aller sur le marché. Mais là, il s'agit d'adapter l'espèce humaine à un autre type de comportement, beaucoup plus passif. Exactement, puisque là, au contraire, l'idée générale, c'est la déficience. L'espèce humaine est déficiente. Ce à quoi elle doit s'adapter, c'est à un monde entièrement mondialisé, où chacun est hyper spécialisé dans une vaste compétition mondiale. Et en fait, elle n'est pas, il y a toute une veine évolutionniste que j'ai étudiée de très près. L'espèce n'est pas adaptée à cette nouvelle destination. Donc c'est la fabrication d'un homme nouveau. Exactement. Il va falloir fabriquer pour une dictature économique. Alors dictature, je ne sais pas si le mot convient, mais en tout cas prééminence de l'économique, en tout cas dans la société. Ça implique en tout cas un régime autoritaire. Ça c'est clair. Et ce régime autoritaire, pour quelqu'un comme Lippmann, il faut que ce soit la démocratie qui l'accomplisse. Alors comment allier démocratie et autoritarisme, ça peut paraître contradictoire. Eh bien tout simplement, explique Lippmann, en fabriquant le consentement de la population et non pas en le recueillant, parce que dans la théorie politique classique, on recueille le consentement. Tandis que là, on le fabrique. Là, on le fabrique, et à l'échelle industrielle, dit Lippmann, avec tous les moyens qu'il faut. Éducation, école, médias, cinéma, tout, presse, grande presse, tous les moyens, tout l'arsenal doit être déployé pour fabriquer le consentement, réadapter les individus, les sociétés et l'espèce en général à cette destination. Alors, ce qui est passionnant dans votre exploration, Barbara Stigler, c'est la conjonction entre le philosophique et l'économique. Et on voit bien dans l'ampleur de votre recherche que c'est d'une nouvelle société dont il est question. Et que tout y passe, ce qui se passe en ce moment peut-être dans les universités, on y reviendra tout à l'heure, la manière dont la jeunesse est quand même très très maltraitée, notamment à l'occasion de cette pandémie, le fonctionnement de la santé, etc., etc. Vous n'êtes pas la seule à avoir étudié dans le champ philosophique la manière dont la soumission
pouvait s'organiser, voire se programmer. Et vous faites référence d'ailleurs dans votre ouvrage à Michel Foucault. Je vous propose, avec sa théorie du biopolitique, je vous propose d'écouter la voix de Michel Foucault. Michel Foucault va expliquer ce qu'est le pouvoir et la gouvernementalité. C'était au micro de André Bertin. C'est une archive INA du 7 mai 1981. Nous écoutons la voix de Michel Foucault. Mon problème a été de me dire, mais est-ce qu'on ne peut pas étudier la manière dont effectivement fonctionne le pouvoir? Alors quand je dis le pouvoir, il ne s'agit absolument pas de repérer une instance ou une espèce de puissance qui serait là, occulte ou visible, peu importe, et qui diffuserait son rayonnement nocif à travers le corps social ou qui étendrait d'une façon fatale son réseau. Il ne s'agit pas pour le pouvoir ou pour quelque chose qui serait le pouvoir, de jeter un grand filet de plus en plus serré qui étranglerait et la société et les individus. C'est absolument pas de ça qu'il s'agit. Le pouvoir, c'est des relations. Le pouvoir, ce n'est pas une chose. C'est une relation entre deux individus et une relation qui est telle que l'un peut conduire la conduite d'un autre, ou déterminer la conduite d'un autre. La déterminer volontairement en fonction d'un certain nombre d'objectifs qui sont les siens. Autrement dit, quand on regarde ce qu'est le pouvoir, c'est l'exercice de quelque chose qu'on peut appeler le gouvernement, au sens très large. On peut gouverner une société, on peut gouverner un groupe, on peut gouverner une communauté, on peut gouverner une famille, on peut gouverner quelqu'un. Et quand je dis gouverner quelqu'un, c'est simplement au sens où l'on peut déterminer sa conduite en fonction de stratégies, en utilisant un certain nombre de tactiques. Vous inscrivez-vous, Barbara Stiegler, dans le sillage de Michel Foucault, et pensez-vous que ce mot de gouvernance convient à, finalement, aux tutelles politiques qui nous programment une autre vision de notre société? Alors attention, gouvernance n'est pas le mot de Michel Foucault. La gouvernance, c'est justement un mot néolibéral, en partie, qui s'est imposé récemment pour effacer le caractère politique du pouvoir. C'est un mot typiquement technocratique. Et administratif, soi-disant. Administratif, soi-disant, exactement. Comme si, en fait, ce n'était pas de la politique. Donc, la gouvernance, je n'ai pas le temps ici d'en faire l'histoire, c'est une autre affaire. Le gouvernement, c'est quelque chose que Foucault étudie à travers les siècles et qu'il associe notamment au libéralisme. On n'a pas le temps trop d'expliquer pourquoi, mais oui, je m'inscris absolument dans le sillage de ces analyses pour plusieurs raisons. Dans l'extrait que vous avez fait passer, il y a un point essentiel sur le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas, je répète, une instance ni une puissance. Le pouvoir, ce n'est pas quelqu'un. Le pouvoir, ce n'est même pas quelques-uns. Le pouvoir, pour utiliser un thème extrêmement agité aujourd'hui par les gouvernants, ce n'est pas un complot. Le pouvoir, ça n'est pas un grand sujet, c'est un ensemble de relations et il nous traverse tous, plus ou moins, selon les moments. Quand je suis une infirmière et que j'ai affaire à un diabétique, j'exerce du pouvoir. Quand je suis ce diabétique qui, par ailleurs, est enseignant à l'école, j'exerce ce pouvoir. Donc le pouvoir nous traverse tous. Et je pense très important de l'avoir en tête, parce que aujourd'hui, pour faire l'analyse du néolibéralisme, il ne faut pas chercher à situer quelqu'un quelque part. La meilleure manière de faire... personnaliser. Alors, ma réponse est double. Elle est un peu contradictoire. Il ne faut pas chercher déjà quelqu'un quelque part pas de bouc émissaire, qui aurait le plan de ce qui nous arrive et dont nous-mêmes serions dédouanés. Si on prend les professions comme les miennes, soignants, chercheurs, éducateurs, etc., nous exerçons un pouvoir. Nous sommes traversés, en fait, par des modes de fonctionnement néolibéraux. Nous sommes pétris de ces catégories. Donc le premier travail à faire, c'est de voir ce que ça a fait sur nous-mêmes. Et on pourrait le montrer avec tous les travailleurs qui sont embarqués dans le management, dans les catégories managériales, et qui sont imprégnés jusque dans leur intimité de toutes ces catégories, et qui les exercent sur les autres par diffusion, capillarité, etc. Mais ont-ils vraiment le choix de s'y soustraire ? Alors ça, c'est une vraie question. Ma thèse, vous la connaissez puisque vous l'avez vue dans Du Cap aux Grèves, c'est qu'on a le choix, on a la possibilité. Maintenant, elle se construit. Mais pour finir sur la personnalisation, ma réponse, elle est double. C'est-à-dire, revenons aux Gilets jaunes. À la fois, nous sommes tous traversés par la gouvernementalité néolibérale, tous plus ou moins, à divers degrés, à divers niveaux de responsabilité, évidemment. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde est au même plan dans cette affaire, mais nous sommes tous plus ou moins
imprégnés de tout ça et nous participons à cette gouvernementalité. Ça, c'est très important de le dire. Mais par ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des responsables. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus s'attaquer à qui que ce soit. Il faut tenir les deux. C'est-à-dire, à la fois, nous sommes traversés tous diversement par le néolibéralisme et nous devons faire notre autocritique. Et en même temps, un peu partout, nous avons sur tel ou tel point des gens qui vont assumer jusqu'au bout des positions néolibérales. Il va falloir les affronter, ces gens-là. Les Gilets jaunes ont eu raison d'affronter Emmanuel Macron. Ils ont eu raison. On leur a fait le procès du complotisme, on leur a fait le procès de la personnalisation. Mais enfin, il y a une incarnation d'un projet néolibéral. Il est responsable, il incarne une monarchie présidentielle complètement assumée. Il est donc normal qu'il soit visé. Mais c'est la même chose pour n'importe quel conflit. Quand moi je suis à l'université et que j'entre en mobilisation, je me mobilise contre les personnes, et ça peut être des gens qui sont à des échelons tout à fait modestes, mais ils ont un pouvoir de nuisance. Je me mobilise contre les personnes qui portent telle ou telle politique. Vous voyez, donc ma vision, elle est double. Et le problème aujourd'hui, c'est que dès qu'on s'attaque à une forme de pouvoir, on est taxé de complotisme. C'est quand même sidérant. Donc à partir de là, on ne peut plus finalement mener aucune critique. Sans quoi, on serait soupçonné d'être complotiste ou populiste. C'est incroyable. Alors même qu'on a des thèses, alors même qu'on peut s'inscrire dans les analyses de Foucault, ce que je faisais là, en montrant que, bien sûr que non, le pouvoir, ce n'est pas quelqu'un. Mais ça traverse des personnes, ça traverse des responsables, et il ne s'agit pas de les dédouaner de leurs responsabilités. Vous n'êtes pas la seule, Barbara Stiegler, en tant qu'intellectuelle, à vous être attaquée frontalement aux mouvements sociaux, à avoir été transformée par des mouvements sociaux, à avoir eu vos idées qui ont évolué, votre corps, vos émotions, vos sensations ont traversé votre appareil théorique et votre appareil sensoriel et corporel. Je me souviens, et je suis pas la seule, de Pierre Bourdieu, grand intellectuel, grand sociologue, qui avait commencé dans les années 60 à travailler sur le terrain de l'Algérie en tant qu'ethnologue, et puis qui petit à petit a commencé à penser le monde contemporain, et qui a été le porte-parole intellectuel et politique des grands mouvements de grève de 1998. Je vous propose de l'écouter. Il va s'exprimer à propos des nouveaux mouvements sociaux en France. C'est une archive INA du 29 décembre 1998. Quand on dit qu'il y a un mouvement de gauche, c'est vrai. Il y a une sorte de fédération permanente de ces mouvements. Ces gens se connaissent, se rencontrent, se soutiennent, font des coups ensemble. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des conflits, des rivalités, qu'il n'y ait pas des résistances aux tentatives d'OPA, des tentatives de prise en main, de vieilles structures. Vous pensez à qui, aux trotskistes, au Parti communiste? Oui, voilà. Oui, le Parti communiste, c'est pas tellement un coup, c'est surtout les trotskistes qui ont des logiques d'appareil. Si petits soient-ils, peuvent avoir aussi des logiques bureaucratiques d'appareil. Alors, voilà, mais tout ça, je pense, c'est quelque chose de très important et que personne ne reconnaît. Je pense la manière dont les journaux, que ce soit Le Monde et les politiques, Cambadélis, etc., que ce mouvement inquiète beaucoup, la manière dont ils voient ces mouvements et dont ils en rendent compte est terrible. Alors bon, qu'ils aient intérêt à démolir, selon les vieux procédés staliniens, on démolit l'adversaire, etc. Bon, on comprend, mais même de leur propre intérêt bien compris, c'est catastrophique qu'ils comprennent si mal. Voilà. Je pense que cette sorte de cécité du mouvement socialiste français, qui n'est pas complètement bête, grâce en grande partie à ces choses, à ces sans-papiers, grâce à Terré, grâce à Mongeau, les mouvements comme ACT UP, par exemple, sont prodigieusement novateurs, et sur le fond et sur la forme. Le mouvement de sans-papiers, que ces mouvements, c'est vrai qu'ils sont la mauvaise conscience du socialisme de gouvernement. Alors nous venons d'entendre la voix de Pierre Bourdieu, c'était une archivina du 29 décembre 98, et bien sûr, il s'exprimait à propos des grandes grèves de 95. C'est incroyable aujourd'hui, en fin 2020, d'écouter Bourdieu parler de ces mouvements sociaux. On s'en souvient, 95, la France entière immobilisée, des populations entières dans les rues et des intellectuels avec à sa tête Pierre Bourdieu, à tel point que il avait même été question qu'il se présente aux élections présidentielles parce que il avait senti qu'il pouvait articuler une réflexion théorique et politique à partir de ce qu'il avait traversé dans les grandes grèves de 95.
On l'entend aujourd'hui parler de Cambadélis, de la gauche, etc., qui n'a rien compris aux grandes grèves de 95. Où en est-on aujourd'hui, selon vous, par rapport à ces grandes grèves de 95? Et pensez-vous qu'il y ait une articulation du politique et des intellectuels qui puisse se faire encore de manière aussi flamboyante qu'en 1995? Barbara Stigler. Alors sur 95, j'ai un peu de mal à vous répondre parce que à l'époque, qu'est-ce que je faisais à cette époque-là en fait? Je sais plus. J'étais, oui, ce qu'on appelle une précaire de l'enseignement supérieur, je pense, où je comme beaucoup de gens. Je sais plus trop où j'en étais. Je venais juste d'avoir l'agrégation, etc. Je savais pas très bien où j'étais et donc je ne pouvais. Enfin, oui, je me suis mobilisée évidemment. Hein. J'ai fait toutes sortes de manifestations. Enfin, j'étais absolument pour ce mouvement. Absolument. Mais je n'ai rien fait au sens où je n'ai fait que suivre, en fait. Donc, si vous voulez, ne faisant que suivre, marchant avec les autres, bon, j'écoutais de temps en temps, effectivement, Pierre Bourdieu, ce qu'il disait me semblait très juste, etc. Mais ne faisant rien, n'étant pas véritablement active, confrontée en première ligne au problème de comment on organise le mouvement, etc., ça m'a pas spécialement donné à penser. Voilà. Et donc, je suis passée à côté de ce mouvement, en fait. Et de plein d'autres, d'ailleurs. Ou n'étant pas dans les choses, voilà, moi, d'assister comme ça ou simplement de suivre, ça me donne pas forcément à penser. Là où j'ai commencé à vraiment être en situation de motrice, si vous voulez, où ça m'a fait penser, où ça a transformé ma pensée, c'est la mobilisation de 2009 pour les universités, où là, je me suis retrouvée, et ça permettra de répondre ensuite à votre question sur la gauche de gouvernement. La gauche de gouvernement, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ça ne veut pas du tout dire que toute gauche qui viendrait au gouvernement serait comme celle-là, mais en tout cas celle que nous avons eue. 2009, oui, ça m'a véritablement remué complètement, à tel point que ça a déclenché le projet du livre « Il faut s'adapter ». C'est-à-dire que c'est du fait de mon expérience de 2009 que j'ai voulu comprendre cette énigme. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que le néolibéralisme si ça transforme complètement l'université, si ça se retire pas et si ça vient tout le temps nous embêter? Ça correspond pas à ce qu'on dit d'habitude. On dit c'est le retrait de l'État. Mais là, on avait l'État tout le temps sur notre dos. Donc ça correspondait pas à ce qu'on disait du néolibéralisme. Pourquoi le néolibéralisme se passionne pour l'université? Voilà, c'était ça ma question. Et l'enquête est partie de là. Donc ça, j'ai été transformée, j'ai été extrêmement bouleversée par cette expérience politique et ça m'a fait penser. De même, ensuite, les différentes... les gilets jaunes, etc., et les différentes mobilisations que je raconte dans Du Cap aux grèves ont modifié profondément ma pensée. Alors, pour ce qui est de 95, donc j'étais à côté des choses. En revanche, j'observais déjà, et depuis longtemps, les différents gouvernements, et pour ce qui est des gauches de gouvernement, oui, de la gauche de gouvernement en France, mais c'est vrai aussi pour la troisième voie qui s'est imposée en Angleterre, en Allemagne, un peu partout. Elle est totalement passée à côté, me semble-t-il, des enjeux politiques. Mais totalement, de même qu'elle est totalement passée à côté des Gilets jaunes. Elle est incapable de comprendre. Pourquoi? Parce qu'elle s'est d'abord enferrée dans la social-démocratie, dans l'idée que le capitalisme mondialisé, au fond, c'était le cap, c'était le sens de l'histoire. Il fallait s'adapter. C'est pas pour rien si Emmanuel Macron a surgi de cette entre guillemets gauche-là. Hein, je mets beaucoup de guillemets évidemment du même coup. Donc voilà, l'idée c'est que en fait l'adversaire a gagné. Ça c'est l'hégémonie culturelle triomphante en fait du néolibéralisme hein, qui s'est emparé du Parti socialiste et finalement toute forme de contradiction vous renvoie au camp des frondeurs. Toute forme de réflexion, etc. Oui, c'est une catastrophe. C'est une faillite considérable, bien entendu. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Barbara Stigler. Pour notre plus grand bonheur, c'est le prélude numéro 2 de Bach, interprété par Edna Stern.
gens vont s'autodéterminer eux-mêmes. Effectivement, les barrages filtrants et les opérations de péage gratuits révèlent d'un caractère plutôt sympathique auprès de l'opinion publique. Ce qui embête les gens, clairement, c'est que les routes soient complètement bloquées, que les petits commerçants, les petits artisans soient complètement bloqués. On a conscience qu'ils ont déjà un genou à terre. Il faut absolument les aider en cette période de fin d'année. Il faut absolument que le Père Noël, à partir de maintenant, et ça c'est une belle mobilisation, puisse faire ses courses dans des magasins qui vendent du Made in France, dans des magasins qui font absolument la part belle au local, au circuit court, et éviter toutes ces grandes entreprises qui ne payent pas d'impôts en France. Ça c'est une nouvelle forme de mobilisation que nous appelons. Mais clairement les gens ne vont pas s'arrêter. Les gens vont tout simplement se mobiliser de façon différente. Le mouvement continue. Les Gilets jaunes, c'est une lame de fond qui depuis plusieurs semaines est sur le terrain, est en France. Nous sommes rentrés dans le débat public et dans l'arène politique. Nous allons continuer dans la négociation. Nous avons rencontré des députés, nous avons rencontré des élus de la République. Je suis allé moi-même jeudi dernier à l'Assemblée nationale pour influer sur le projet de loi de finances 2019. Voilà, nous voulons agir concrètement pour faire en sorte notamment que les retraites soient réindexées au coût de la vie. Sinon, c'est 45 milliards de pouvoir d'achat qui seront perdus d'ici la fin du quinquennat pour les retraités. Voilà quelque chose de concret, de pragmatique que nous souhaitons mettre en place. Nous venons d'entendre la voix de Benjamin Cauchy, porte-parole des Gilets jaunes. C'est une archivina du 16 décembre 2018. Et dans votre livre, Barbara Stigler, vous analysez les temporalités de ces Gilets jaunes et de leur lutte socio-politique. Il faut quand même dire que cette lutte s'est trouvée grévée, si j'ose dire, en tout cas handicapée, objectivement, par leur absence de représentativité politique. Était-ce, à votre avis, Barbara Stigler, une preuve de leur innovation en politique, c'est-à-dire pas de responsables qui puissent tous nous représenter, ou est-ce que c'était un aveu de faiblesse du mouvement ? Alors c'est une vraie question. Moi, j'aurais tendance à penser que c'était une force. C'est une force de refuser le dispositif traditionnel de la démocratie représentative telle qu'on la connaît. D'ailleurs, pour prendre l'exemple de Benjamin Cauchy, qui a essayé de jouer ce coup-là, ça s'est mal terminé pour lui, et tant mieux, si je peux me permettre, parce que évidemment, il y aurait eu tentative d'instrumentalisation du mouvement. Oui, puis surtout, on retombait exactement dans les mêmes travers. Bref, pouvoir pour le pouvoir. Voilà, donc absolument. Maintenant, je crois qu'il y a deux choses à dire. La première, c'est que un mouvement aussi neuf, qui est un surgissement exceptionnel dans l'espace public, qui se fait en quelques semaines, en quelques jours, un tel surgissement, pour que ça tienne, il va falloir que ce surgissement s'organise dans la durée. Et bien, pour qu'il s'organise, il faut nécessairement qu'il ait de l'espace, des lieux pour le faire, et du temps. Or, dès qu'il a commencé à surgir, tout le monde leur est tombé dessus, immédiatement, comme ça, tout de suite, comme s'ils se connaissaient depuis des années, et qu'ils avaient passé des journées entières à délibérer, etc., ce qui est complètement délirant, en leur demandant quel est votre programme, qui sont vos représentants. Mais c'est fou comme attitude. Alors évidemment, on les a acculés, parce qu'évidemment, la peur des médias dominants, des pouvoirs en place, de tous les discours dominants face à cette chose dont on ignorait ce qu'elle était. On a très souvent peur devant l'inconnu, hein. On veut tout de suite. Oui, mais il y a eu des manifestations d'une violence inouïe. Ah, mais ça, alors peut-être que ça a été manipulé. Ah, mais c'est arrivé ensuite. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez eu une entrée dans l'espace public de quelque chose qu'on n'arrivait pas à identifier, qui était complètement nouveau, inouï, inattendu, et qui mettait en cause tous les clichés habituels. Par exemple, les gens des zones périurbaines qui vivent dans des lotissements ne s'intéressent pas à la politique. Soudain, ils se passionnaient pour la démocratie. Plus personne n'y comprenait rien. Tout le monde était extrêmement surpris. En particulier, je les ai beaucoup observés, les chroniqueurs que j'observe depuis des années, qui étaient complètement désemparés. Bon, donc ça c'était extrêmement drôle et intéressant. Mais dans les médias, on a vu beaucoup de gens appartenant aux Gilets jaunes qui ont pris la parole et qui se sont emparés magnifiquement des médias. Oui, alors justement, il y a eu, effectivement, il n'y a pas eu de représentant officiel, mais il y a eu toutes sortes de figures différentes. Et on les entendait jamais avant. Des figures plus ou moins sympathiques d'ailleurs. Par exemple, moi j'aimais beaucoup les prises de parole de Priscilla Ludowski, qui étaient tout à fait impressionnantes, et puis d'autres personnes qui me déplaisaient tout à fait. Il y avait toutes sortes de figures, un peu de toutes sortes. Et puis, c'était pas des représentants officiels. Très bien. Pour que un mouvement se structure, pour qu'il s'organise, car il faut qu'il s'organise, pour entrer dans une politique qui se déploie et qui a une forme de pouvoir, eh bien, il faut du temps et il faut de l'espace. Et nous avons privé le pays, les forces dominantes du pays, ont immédiatement privé les Gilets jaunes de ce temps et de cet espace. Elles ont accordé énormément de place sur le médiatique à la question, ça c'est vrai.
La question n'a pas été étouffée, elle passionnait les journalistes. Et ça, on doit. Et le grand public. Et elle passionnait le public. Donc comme c'était un événement qui faisait, si vous voulez, l'actualité, ils ont pu véritablement se déployer. Par contre, à part quelques maires qui ont donné des salles, etc., ils ont eu raison de le faire, la plupart du temps, le mouvement a été empêché. Il a été très rapidement réprimé. Et un jeu très malsain s'est noué avec la police. Moi, je peux en parler, alors vraiment très informé de la question, puisque j'étais à Bordeaux. À Bordeaux, nous avions le préfet Lallemand. Et le préfet Lallemand... Que vous n'avez pas l'air de porter dans votre cœur, Alors, c'est pas une question de Stiegler. cœur, en réalité. Le préfet Lallemand est une figure inquiétante, qui inquiète tout notre pays et qui inquiète même à l'étranger. C'est pas un problème d'affect personnel. D'ailleurs, je le connais personnellement, puisque je siégeais avec lui au conseil de surveillance de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Moi, j'ai aucun problème avec ce monsieur. Simplement, de fait, il a eu une gestion des manifestations des Gilets jaunes proprement catastrophique. Et je peux vous dire, j'étais en première ligne. J'ai été gazée. J'ai pas reçu de coup de matraque, mais j'aurais pu. C'était monstrueux, le déchaînement de violence. Donc, et par ailleurs, un jeu très malsain qu'on connaît depuis la loi travail et le fameux 1er mai, un jeu très malsain de la police qui laisse faire venir les Black Blocs, joue avec le feu et ensuite en profite pour réprimer. Donc, petit à petit, évidemment, on a favorisé la violence et c'était la meilleure manière de dire que c'était un mouvement dangereux. Donc, réellement, il y a eu quelque chose d'extrêmement malhonnête de la part du pouvoir. Oui, mais il y a eu des violences de l'autre côté aussi. Il y a eu des violences de tous côtés, mais je peux vous dire, pour avoir été dans les manifestations de Gilets jaunes, que l'immense majorité des personnes qui étaient là, moi les Gilets jaunes avec lesquels je manifestais, c'était des nourrices, des assistantes maternelles, des aides-soignantes, des gens comme vous et moi, des journalistes, des médecins, de toutes sortes de gens en réalité, qui n'ont pas compris pourquoi ils étaient à ce point réprimés de manière violente par la police, parce que c'est ce qui se passait. Votre livre est passionnant, Barbara Stiegler, parce qu'il pose beaucoup de questions. 2 d'entre elles me paraissent très importantes. Quel va être, en ces temps de pandémie, le devenir de ces mouvements éminemment populaires qu'ont incarné et qu'incarneront peut-être encore des militants qui s'appellent, geste symbolique génial, les Gilets jaunes? Alors c'est une vraie question, et en fait c'est une question qui obsède le pouvoir actuel. Le pouvoir actuel, en France, dans les autres pays, je ne sais pas, je ne peux pas vous en parler, mais en France, vraiment, ça, j'en suis certaine, parce que je suis de près ce qui se passe au niveau des discussions des renseignements généraux, etc., n'a qu'une hantise, c'est la question de savoir qu'est-ce qui va se passer après la fin du confinement ou de la menace du confinement. Quand on pourra faire grève quand il sera à nouveau possible d'aller dans l'espace public, quand il sera à nouveau possible de manifester. D'ailleurs, je signale au passage qu'il est juridiquement possible de manifester. Il y a des manifs demain pour exactement. Et je que la dis culture puisse continuer à s'exprimer. Tout à fait. Et je dis à tous les auditeurs qui nous écoutent, ils ont le droit de manifester. C'est dans l'état de droit. Le confinement ne l'interdit absolument pas. Et aujourd'hui, nous avons une dérive, puisque c'est le préfet Lallemand qui, selon son bon vouloir, autorise ou interdit une manifestation. Rappelez-vous, au moment où on a parce que décrété maintenant le il est à couvre-feu, Paris. Voilà, maintenant il a été récompensé pour sa bonne tenue des manifestations de Bordeaux. Je vous rappelle au passage les gens qui ont été éborgnés, les gens qui ont perdu des mains, etc. Les gens du CHU s'en souviennent très bien. Et il a été remercié par Emmanuel Macron et il a obtenu Paris. Il faut quand même voir que pour le préfet Lallemand et le pouvoir en place, il est parfaitement normal, après la décapitation de Samuel Paty, que des millions de Français manifestent dans l'espace public. Ils vont même venir manifester avec les Français. Mais le lendemain, si c'est pour autre chose, ça sera tout à fait interdit. Donc là, il y a quelque chose qui ne va absolument pas. Donc pour revenir à votre question, effectivement, c'est une hantise du pouvoir de savoir comment nous allons faire, puisque quand l'affaire de l'épidémie sera calmée, évidemment, tout le monde pense en plus haut lieu, que tout va se redéployer, puisque les secteurs publics sont tous en colère et ils sont en train de converger. Hôpital, école, lycée, université, etc. et j'en passe. Donc, à partir de là, plus la jeunesse, évidemment, et la question environnementale, l'écologie, les marches contre le climat. La colère est immense et elle traverse tous les secteurs. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Tout le monde le voit. On utilise
ce moment-là pour faire passer en force toute une série de lois pour empêcher en fait tout simplement l'exercice des libertés publiques. Et je suis très heureuse de constater enfin que depuis quelques semaines, on entend les partis d'opposition le dire, le reconnaître et reconnaître que notre démocratie et notre état de droit sont en danger. Je voudrais vous faire écouter Barbara Stigler, vous l'avez peut-être entendu dans le 7-9 de France Inter, c'était le 9 décembre dernier, notre ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui va s'exprimer à propos des Black Blocs. Vous avez des gens qui viennent s'infiltrer dans les manifestations, et la manifestation, le droit de manifester, c'est un droit essentiel dans notre grande et belle démocratie. Autrefois, nous avons mis en œuvre une intervention préventive sur autorisation du procureur de la République. Elle a porté ses fruits. On ouvrait des sacs et on y découvrait des masques, des armes, des marteaux, du gaz lacrymogène, des vêtements noirs. Vous faites allusion aux Black Blocs, des cagoules. Or, ils se sont organisés, ceux-là, qui sont aussi des gens qui nous séparent de la République et qui veulent séparer la République de leurs valeurs. Ils viennent clairsemer leurs outils la veille, l'avant-veille, ils les cachent, ils s'infiltrent dans les manifestations, ils vont revêtir les vêtements dont ils ont besoin pour se planquer, en plus il y a les masques, vous le savez, et ensuite ils glissent, si j'ose dire, dans la manifestation, aux côtés de gens qui sont des gens honnêtes et qui manifestent leur désaccord, et ça c'est leur droit. Et là, il y a un véritable problème. Premier problème, c'est l'intervention de la police, parce qu'il y a des risques, madame, de dégâts collatéraux. Parce que vous pouvez vous retrouver à côté d'un de ces individus et puis vous prendre des coups, des blessures, etc. Donc la police est extrêmement attentive à ça. C'est une des difficultés. Et je voudrais vous dire que à ce propos, on va réunir très très prochainement les procureurs, les policiers, les préfets. J'ai lancé cette initiative pour que l'on puisse mieux travailler ensemble. Et ensuite, il y a un deuxième problème, c'est le problème de la preuve. Et c'est pour ça qu'il faut renforcer ce dispositif. Quand je suis venu la fois dernière, je vous ai dit, mais pas de blabla, je reviendrai avec des textes. Je suis ici aujourd'hui. Ouais. Et j'y travaille, je peux vous le dire, avec méthode et précision. Autre problème très important que vous abordez dans votre livre, Barbara Stigler, c'est est-ce que justement cet appareil législatif qui est en train de priver objectivement nos propres libertés de citoyennes et de citoyens est en train d'ébranler notre démocratie. Oui, bien sûr. C'est évident, elle est clairement en danger. On voit bien dans ce discours comme dans mille autres la stratégie du pourrissement. Il y a un intérêt immense à utiliser les Black Blocs pour décrédibiliser les mouvements sociaux. Mais moi, j'objecterais à tous ces politiques que s'ils sont indisposés par les manifestations, et après tout on peut les comprendre, vous savez, manifester c'est intéressant, mais bon, c'est pas non plus moi mon but dans la vie. Passer ma vie à marcher dans la rue régulièrement, c'est pas la chose qui m'intéresse le plus en réalité. Pas plus que les gilets jaunes, ils ont autre chose à faire également que de défiler toute la journée. La meilleure chose, si les manifestations les indisposent, plutôt que de laisser pourrir les choses en utilisant de manière extrêmement claire ces éléments-là, eh bien qu'ils nous donnent des lieux et du temps pour que les citoyens puissent s'emparer de notre démocratie. Ce qui n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, je peux vous en témoigner personnellement, quand vous commencez à pouvoir organiser des discussions dans des grands forums, des grandes agoras, où il va y avoir du monde qui va venir, où tout le monde va venir sans être trié sur le volet, où il va y avoir peut-être 300 personnes dans la salle. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui ? On vous annule vos soirées. On annule les conférences parce qu'on dit pour des raisons de sécurité. Et à partir de demain, il n'y en aura plus du tout puisqu'il y aura le couvre-feu. Mais c'était même avant le virus. Ça a commencé avant le virus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les néolibéraux qui nous gouvernent ont une véritable peur du démos, du peuple quand il s'assemble, qu'ils considèrent finalement être une bête, un animal dangereux, imprévisible, ignare, et donc il faut absolument éviter toute forme d'assemblée populaire, et il faut absolument confiner chaque personne chez elle. Alors évidemment, c'est venu se télescoper avec la crise sanitaire, et ça a créé énormément d'effets d'aubaine. Mais tout le problème du pouvoir aujourd'hui, et sa panique, c'est de se dire
puisque ce virus, on peut l'espérer, ne durera pas, qu'allons-nous faire ensuite pour continuer à les river chacun dans leur foyer et pour qu'ils ne s'assemblent pas et qu'ils ne constituent pas quelque chose comme un démos. Voilà où nous en sommes. Et voilà pourquoi on instrumentalise à ce point tout ce qui peut faire peur, la violence, la maladie, évidemment les attentats, tout ce qui permet de faire peur, de gouverner par la peur, est aujourd'hui systématiquement privilégié par ce pouvoir. Ça ne nous tire pas vers le haut, mais vers le bas. Donc c'est à nous, universitaires, soignants, juristes, travailleurs, quel que soit notre secteur, quel que soit le métier qu'on fait, d'essayer de tirer la société vers le haut en s'organisant entre nous pour faire de la politique au sens digne du mot. Merci infiniment Barbara Stigler. Merci à vous. Dreaming of a life, everybody got something. Staring at the sky, I don't see nothing coming. Thinking of my prayers, maybe they were all misplaced. Good news, I could use some one man revolution. Hallelujah, take me to you, 'cause I'm lost alone again. Hallelujah, take me to you. I don't believe, but I pretend. Your little runaway is running out of faith. So if you can, hallelujah, take me to you, 'cause I'm waiting. Putting on my shoes, can you see me coming? Right out of the blue, gonna hit the clouds running. Are you even there, or is all of this misplaced? Good news, I could use some one man. Et c'était avec la voix magnifique de Céleste que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Barbara Stigler. Je rappelle que son livre s'intitule Du Cap aux grèves, récit d'une mobilisation 17 novembre 2018, 17 mars 2020, qu'il est publié aux éditions Verdier et que nous attendons, Barbara Stigler, votre prochain ouvrage dans la collection Trac de chez Gallimard. Ça va s'appeler, mais je ne l'ai pas encore lu, De la démocratie en pandémie. Ça sera publié en janvier prochain. Merci à Céline Guéribi qui était à la technique ce soir. Merci à Élodie Royer, Céline Villegas et Alexandra Brouillet. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et après le prochain journal d'information, attention, concert triple affiche au Bataclan avec PR2B, Bonnie Banane et Yael Naïm.